Aussi importante parce que à plusieurs endroits dans le document qui nous est soumis, vous soulignez à quel point un certain nombre de données actuellement en notre possession ne permettent pas, en tout cas, d'avoir une vision très claire sur les évolutions qui seront les nôtres dans les mois qui viennent. Pourquoi je dis cela? Parce que je reviens à une critique que j'ai déjà évoquée, donc elle ne vous surprendra pas. Il me semble que dans le contexte dans lequel nous sommes, nous pourrions faire un choix différent en termes de chronologie. C'est pas celui que vous faites, mais un certain nombre de départements le font, qui consisterait à attendre quelques mois de début d'année pour peut-être bénéficier d'une lisibilité plus forte sur un certain nombre d'indicateurs. Vous le dites d'ailleurs vous-même, puisque j'ai relevé que dans le rapport qui nous était soumis à la page 363, vous relevez que dans ce contexte dont les incertitudes devraient être levées d'ici la fin du premier trimestre 2018, le budget primitif du prochain exercice a été construit sans anticiper la perception d'éventuelles compensations, ni au titre des AIS, ni au titre des MNA. Donc vous reconnaissez vous-même que on avance à vue sur ces questions. C'était la première remarque critique que je voulais vous faire sur la méthode, mais la méthode a aussi une importance en la matière parce qu'on verra qu'ensuite, on a sans doute un certain nombre d'éléments qui sont dans ce budget et qui manifestement ne correspondent pas, alors les DM seront là aussi peut-être pour corriger, mais ne correspondront pas à la réalité de ce qu'on aura dans le courant de l'année. Sur la partie de nos recettes, j'entends les éléments sur la baisse des concours de l'État. Je rappelle, mais je le fais traditionnellement, que nous sommes passés de 210 millions de DGF en 2013 à 124 millions en projection cette année, ce qui fait une baisse de 86 millions d'euros. Je ne vous en fais pas le procès, mais votée quand même par la précédente majorité, qui était une majorité que vous souteniez et pour laquelle certains collègues dans l'hémicycle, pas être désagréable, mais ont aussi voté un certain nombre de lois de finances afférents à la baisse de ces dotations qui aujourd'hui sont une baisse conséquente puisque ça représente 86 millions d'euros par an. Donc ça, c'est une remarque sur la DGF. Autre élément, alors j'ai bien noté dans le document qui nous est soumis, parce que c'est évidemment un élément très important pour le groupe Gironde Avenir, qui a expliqué d'ailleurs en partie notre abstention lors du dernier budget. J'ai bien noté qu'il n'était pas prévu à ce stade d'augmentation du taux d'imposition. Je n'avais pas, ça ne m'avait pas échappé, j'ai pas attendu Monsieur de Fournas pour le savoir, ça ne m'avait pas échappé que cette stabilisation intervient après une hausse, une augmentation. Bon. Mais comme je vote nous voterons sur le document qui nous est soumis, parce que je peux refaire le débat des précédents débats budgétaires, mais alors si on fait les débats des précédents budgets, c'est même plus la peine de se réunir. Je propose qu'on adopte une position en début de mandat, et puis on décide de voter contre tous les budgets qui nous ont soumis, sans regarder les documents. Donc je note dans ce document que vous prenez un engagement de stabilisation pour la deuxième année après une hausse, j'ai eu l'occasion de le rappeler, sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, et c'est évidemment plutôt quelque chose qui correspond aux orientations souhaitées par le groupe Gironde Avenir, étant entendu que nous serons évidemment vigilants comme il se doit sur cette question qui est pour nous une question essentielle. Un élément, j'ai pas voulu reprendre la totalité des recettes et des dépenses parce que je pense que ça a été fait, c'était pas la peine de le faire. Un élément quand même sur une recette particulière, ça vous étonnera pas non plus, en l'occurrence sur la DMTO. Bon. Moi je considère, j'ai déjà dit que, mais là aussi c'est une stratégie que vous appliquez de façon constante, je considère que les recettes en DMTO sont vraisemblablement minorées. Je pense qu'elles seront plus élevées que cela. Nous en reparlerons en cours d'année, mais je pense ne pas beaucoup me tromper en le disant. D'ailleurs, c'est souvent le cas et elles vous servent aussi à ajuster nos capacités d'épargne brute en cours d'année. Donc, vous réajustez souvent à partir de cette recette. Il y a une question aussi qui se pose assez fondamentale par rapport à cette minoration ou dans l'estimation de cette recette. Est-ce que finalement, à force de la minorer, on peut considérer que tous les ans, les documents qui nous ont soumis sont sincères en recettes? Je pose cette question. Je pense quand même qu'on a des décalages et j'essaierai de le démontrer tout à l'heure sur l'épargne brute.
Un focus particulier maintenant sur la partie masse salariale. Donc j'ai posé une question, enfin par l'intermédiaire de Jacques Chauvet, parce que j'étais surpris de voir au chapitre 62-28, qui est le chapitre des frais divers. Alors vous savez, c'est toujours un chapitre un peu nébuleux, frais divers, donc j'ai posé une question, j'ai eu la réponse. Une hausse très importante, puisqu'il s'agit d'une hausse de 250%, sur une somme qui n'est pas négligeable, puisqu'on passe de 680 500 € au BP 2017 à 1 819 000 € au BP 2018. Donc j'ai posé la question, j'ai eu une réponse qui concerne l'affectation au contrat aidé. Donc j'ai une vraie interrogation par rapport à la façon dont c'est présenté là. Est-ce qu'il s'agit de contrats aidés qui viennent concourir finalement d'une façon indirecte au chapitre 12 de la masse salariale? Il faudra expliquer parce que je crois que c'est important. Auquel cas, moi je pourrais considérer aussi que les logiques de présentation de la masse salariale, si elles sont compensées par un autre chapitre lié au désengagement de l'État, je ne dis pas que c'est pas utile, après vous expliquerez pourquoi, sur des sommes aussi importantes, je pense que ça pose une question, en tout cas ça mérite un éclaircissement de l'Assemblée sur ce point. Le chapitre de la masse salariale est un chapitre sur lequel, évidemment, on est tous, et les uns et les autres, vigilants. Le groupe d'opposition est aussi vigilant sur ce chapitre. J'aimerais savoir comment s'articule cette question, c'est-à-dire l'articulation du chapitre 62-28 frais divers, visant à compenser le retrait sur les contrats aidés, enfin les mesures nouvelles sur les contrats aidés, et le chapitre masse salariale. Est-ce que ça profite directement au département? Est-ce que c'est des concours externes? Bref, c'est un élément sur lequel je souhaiterais avoir des précisions. Même si des efforts ont été faits sur les dépenses, je pense qu'il serait peut-être nécessaire d'optimiser encore ou de rationaliser le chapitre consacré au voyage, déplacement, émissions, 62-51, qui s'élève à 3,5 millions d'euros. Je sais que là-dedans, il y a toutes missions confondues, y compris celle des agents. Que des agents. Bon, très bien. Dernière remarque sur le document qui nous est soumis, concernant l'épargne brute. Alors, c'est pas quelque chose de neutre, puisque, en fait, l'épargne brute fait partie des éléments constitutifs de la stratégie départementale sur le plan du budget. Donc, je voudrais quand même revenir sur l'épargne brute. D'abord, et je l'ai déjà là aussi signalé plusieurs fois, pour vous dire que la méthode de calcul opérée par le département n'est pas forcément la méthode de calcul opérée par tous les départements. Alors je précise pourquoi je dis cela. Dans l'absolu, l'épargne brute, c'est toujours un solde d'épargne qui est obtenu à travers une opération, recettes réelles de fonctionnement, moins dépenses réelles de fonctionnement. Mathieu Rouvert me l'a rappelé la dernière fois, mais je ne l'avais pas oublié. En revanche, le département ne procède pas au retraitement d'un certain nombre de recettes ou de dépenses exceptionnelles. Et dans d'autres départements, on fait ce travail. Donc je pense qu'il serait nécessaire, pour qu'on ait une vision peut-être plus claire de cette épargne brute, de procéder au retraitement, et on n'aurait sans doute pas les mêmes résultats. Dans le BP qui nous est soumis, Jean-Marie Darmian nous propose, enfin il propose au titre de vous nous proposez, la majorité nous propose, une estimation de l'épargne brute à 99 millions d'euros. Or, quand je reprends les 3 dernières années, 149 millions d'euros, 163,8 millions d'euros, 169 millions d'euros. Donc, je me dis que dans pas très longtemps, c'est-à-dire dans quelques semaines, dans quelques mois, je vois Jean-Marie Darmian qui sourit, parce que je commence à comprendre la façon dont ça va se dérouler, je peux presque écrire le scénario des mois à venir, nous allons découvrir dans cette assemblée, mais pas stupéfait quand même, parce qu'on voit venir les choses, que nos capacités d'épargne brute sont bien meilleures que celles que nous avions inscrites initialement. Nous allons le découvrir. Or, à l'heure actuelle, c'est au moment où nous discutons ce BP, je le sais déjà. Je le sais, non pas parce que je suis magicien ou plus clairvoyant que quelqu'un d'autre dans cet hémicycle, mais tout simplement parce que quand je reprends les 3 dernières années, je vois très bien que l'épargne brute inscrite au BP est parfaitement minorée. Voilà, donc je tenais à le dire, je comprends qu'il y a une part de stratégie de communication financière. J'ai relevé aussi, mais je vous en fais grâce, un certain nombre d'éléments de comparaison qui me posent toujours des questions, parce que des fois on compare de BP à BP,
qui est parfois de CA à BP, et j'ai bien vu qu'à chaque fois, quand on prend les comparatifs, c'est souvent des comparatifs plutôt avantageux. Alors, je vous le reproche pas. Si j'étais à votre place, je ferais sans doute la même chose. Mais on a quand même parfois un problème de compréhension dans ce document, parce que les indicateurs de comparaison ne sont pas les mêmes. Voilà ce que je voulais vous dire sur les éléments qui nous sont soumis. Si je devais condenser ou reprendre ces différentes critiques, je dirais première critique, celle du calendrier ou de la chronologie budgétaire. Nous nous plaçons dans la position de ne pas savoir parce que nous votons très tôt. Deuxième critique ou question très forte, comment on articule les questions par rapport à la masse salariale, le désengagement des contrats aidés par rapport au 62-28 que j'ai voté tout à l'heure au chapitre. Troisième critique, celle de la minoration des DMTO, mais aussi de l'épargne brute dans ce BP, dont je persiste à dire que nous nous apercevrons qu'elles sont très largement minorées, ce qui pose quand même un problème non pas de légalité, mais de sincérité budgétaire dans l'appréciation du budget qui nous est soumis. Pas d'insincérité au sens où on se mettrait dans une position de ne pas payer, ce qui est le cas de certains départements. C'est pas ce que je veux dire. Voilà.